Bon, je voulais directement vous poser une question. Pour vous, quand je vous parle de tradition, ça vous fait penser à quoi? Raclette, Corps des Alpes, peut-être le fendant, les röstis, le 1er août probablement. J'imagine que ça vous fait penser à ça, à la fanfare, aux costumes, peut-être ces images un peu vieilles, ces danses, ces belles dames, ou la raclette au Mayen. Bon, moi, quand je pense à la tradition, ça me fait penser un petit peu à autre chose, mais j'y reviens dans 2 minutes. Ma deuxième question, c'est quand je vous pose la question sur la culture, des centres culturels, c'est où qu'on trouve? On pense à quoi quand on parle de centres culturels? On pense à des grandes villes, alors Lausanne, enfin peut-être pas Lausanne, Genève, on pense à Genève, on pense à Zurich, on pense à Paris, on pense à des villes où il y a des moyens qui sont mis, où on investit dans la culture, dans la politique culturelle. On pense à des villes où il y a des théâtres, des cinémas, plein de salles de concert. On pense à ce côté super innovant. Et pour moi, quand je pense à des centres culturels, au futur de la culture, je pense en partie à ça. Là, on a vu une série de visages. C'est une sélection de notre photographe Cyril Pergaud qui nous a pris des photos de la roclette et l'électroclette, 2 événements emblématiques du Palp Festival. Rock et raclette, musique électronique et raclette, c'est ce qui a beaucoup fait parler de notre événement. Tous ces gens qu'on a vus, c'est des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. D'abord le public, parce qu'au départ, c'était vraiment eux qui étaient là. Après, des partenaires, on en a vu une série. Et puis des gens, notre équipe, qui ont eu confiance dans notre projet. C'était pas simple au début. Alors, bon, le Palp. Le Palp, c'est un événement qu'on a créé en Valais, qui avait une idée un peu de redynamiser la culture. On était une bonne équipe, on est tous partis du Valais, il n'y avait pas assez d'offres culturelles, on s'ennuyait et il n'y avait pas de travail. Donc on est parti aussi dans les grandes villes, Lausanne, Genève, etc., pour travailler. Puis il y avait quand même ce manque, parce que le Valais, pour nous, il y a ce territoire incroyable, il y a cette ambiance, il y a ces paysages magnifiques, il y a cette tradition, et puis on a voulu créer quelque chose qui revisite un petit peu tout ça. Et on a lancé une série d'événements qui retravaillent un petit peu cette tradition, qui travaillent sur le patrimoine vivant, le patrimoine battu. On a été dans les châteaux, on a été au sommet des montagnes. On a débuté tout au départ ici, dans cette ville de Martigny. Et au début, c'était un petit peu difficile. Et puis petit à petit, le festival s'est étendu, ça s'est agrandi, et puis on arrive à avoir un petit peu un festival cantonal. Alors là, on voit, c'est un brunch sur télésiège qu'on a créé, où on peut bruncher en montant. On a fait avec des designers de la région qui nous ont fabriqué ces box. Où là, cette autre image, c'est celle d'une exposition d'art contemporain qu'on fait à Sion, chez les habitants. Les gens nous prêtent leur appartement et on visite. Et là, c'est la confiance. La confiance des gens qui veulent travailler avec nous, la confiance des gens qui veulent nous suivre dans notre projet. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui nous ont vraiment des personnes emblématiques. Alors peut-être pour les gens qui nous suivent sur les internets et qui ne connaissent pas Eddy Byfar. Eddy Byfar, c'est le vice-président de l'interprofession du fromage à raclette. C'est l'ambassadeur de la raclette, cette tradition suisse où on racle du fromage. Ça, je pense que tout le monde la connaît. Et puis là, ce qui porte autour du cou, c'est le gangstaclette. C'est un artiste qui a créé ça lors de nos électroclettes. Et pour moi, c'est ma représentation de la tradition. Comment on doit la vivre. La tradition, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui doit être vivant, qui doit se partager. Eddy, je l'ai rencontré il y a 6 ans. Michel May, qui travaille avec moi au Palp, me dit « Écoute Sébastien, pour l'électroclette, il faut vraiment qu'on
travaille un peu plus avec les fromagers, qu'on les intègre aussi dans ce processus pour mélanger les genres, etc. Viens, on va voir Eddy, c'est mon cousin, on monte à la laiterie à Champ-Sec, et puis on partage un moment ensemble. Je dis, ok, départ. On part un lundi, on monte à la laiterie, 9h30 du matin, j'arrive, il y avait Eddy, une corde de journalistes. Il dit à Michel, c'est la catastrophe, je comprends rien ce qu'ils me disent, je suis complètement perdu. Verbier a oublié de me mettre un traducteur, et puis c'est des journalistes danois. Bon. Alors là, Michel dit, bah, ça tombe bien, Sébastien il parle danois, il peut t'aider à traduire. Donc je lui fais la traduction à Eddy, paf, on finit à 10h15 à boire l'apéro à la laiterie, et puis on lui explique notre projet d'électroclette. Puis Eddy fait, bon, vous êtes des chic types, ça a l'air chouette ce que vous faites, je vous fais confiance, je vous suis dans ce projet. Ce qu'il ne m'a pas dit tout de suite, c'est qu'après coup, il s'est dit, aïe, pourquoi j'ai dit oui? Parce que bon, aller racler pour des mangeurs de pilules qui écoutent de l'électro, bon, c'est pas trop mon truc, c'est correct. Bon. Mais il est venu, il a fait confiance, il a suivi le projet. Puis en fait, ce qu'il s'est rendu compte après coup, c'est qu'en fait, ce public de l'électroclette, c'était un public urbain, c'était un public plus jeune, c'était un public aussi beaucoup plus féminin, pour le citer, hein, qui est un petit peu loin des vieux moustachus qui sont toujours à la des Alpes. Et du coup, il s'est rendu compte que tous ces gens-là, c'était des gars qui étaient hyper passionnés. Ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, ils aimaient sa tradition, ils aimaient le fromage à raclette. Et en fait, c'est devenu un peu un grand ambassadeur du festival. Et puis là, on le retrouve quelques années plus tard, enfin l'année passée, avec une star de la pop, Bestito, et il pose au barrage de Montvoisin, après le concert de Gossip, avec une demi-meule de fromage à raclette. Pour moi, ça, c'est l'emblème de ce qu'on a réussi à revisiter au niveau de la tradition. C'est des personnages comme ça qui font beaucoup. Et puis après, il y a deux autres personnes qui ont été hyper importantes dans cette démarche. Et ça, c'est les personnes qui viennent de l'extérieur. Il y a Alexandre Edelman, le directeur marketing de Présence Suisse, et puis Nicolas Bidot, ambassadeur de la Suisse, et puis directeur de Présence Suisse, je pense que la plupart des gens qui connaissent. Là, ils sont en train de racler à Séoul avec nos fours à raclette customisés. Quand on a débuté cette électroclette, il y a 5-6 ans de nouveau, que ça a pris un peu d'ampleur, on s'est dit, on a un super projet. On va enregistrer les sons du fromage à raclette dans un studio, on les sample, on les met online, et puis on demande à des artistes de créer des morceaux à base des sons du fromage à raclette. Alors bon, on monte tout le dossier, etc. On le demande au service de la culture. Le service de la culture, il dit, écoutez, ça c'est un peu trop la tradition, bof, hein, voilà. On demande à l'économie dit, ouh là là, non, ça c'est vraiment au service de la culture de vous aider. Donc bref, personne ne veut nous aider. On se dit, bon, on trouve une équipe qui nous fait confiance, des amis. Ils nous disent, écoute, on vous prête le studio, on fait ça gratuit, le projet il est hyper chouette. Et puis à un moment, il y a Alexandre Edelman qui en entend parler, qui nous appelle, dit, écoute, on a discuté avec Nicolas Bidot, votre projet, il est hyper cool. Vous voulez pas venir le présenter à l'exposition universelle à Milan? Coup de projecteur gigantesque, on part là-bas, on fait cette électroclette, on emmène ses fours, on fait une exposition, on fait le jury qui sélectionne le meilleur son le meilleur DJ qui a créé le meilleur son du fromage à raclette. Et 1h du matin, la RTS, le Nouvelliste qui a une corde de journalistes, etc. Ça en parle partout. Et tout à coup, la reconnaissance vient de l'extérieur. Et si on n'avait pas eu des personnes comme ça, qui nous avaient aidés, qui ont eu confiance dans notre projet, qui se sont dit ouais, on va les suivre, on va leur donner une visibilité, on n'en serait pas où on en est avec là, maintenant, avec le Palp Festival, qui est quand même devenu un événement assez emblématique de la tradition en tout cas valaisanne, et puis qui s'exporte justement dans d'autres pays aussi pour représenter ce qu'est la Suisse. Cette Suisse un peu moderne, qui n'a pas peur d'innover, qui n'a pas peur de s'amuser un petit peu, puis qui n'a pas du tout peur de jouer avec ses clichés. Et ça, pour nous, c'est hyper important. La reconnaissance finale, elle vient à la fête des vignerons. L'État nous invite pour représenter la tradition du Valais dans le défilé. Et là, on monte un char électroclette, un char où on défile, qui est aussi un grand succès. Et c'est un peu pour montrer aussi toutes ces étapes dans la confiance. Il faut avoir beaucoup confiance en soi. Puis là, je veux raconter une petite anecdote, parce que la première fois que j'ai eu un gros événement avec des partenaires, j'ai été invité par un gros partenaire vin du festival, puis ils me disent, écoute, tu peux venir à la journée d'inauguration. Bon, ils sont sympas, ils me donnent une seule invitation. J'y vais tout seul. C'était alors il y a tout le gratin. Hein. La journée d'inauguration de la Foire du Valais, c'est la grande journée. Je suis resté 2h30 tout seul. Je pense qu'il y a 2 personnes et demie qui m'ont adressé la parole. C'était vraiment pas facile. Hein. Et là, il faut avoir de la confiance dans son projet, hein, parce qu'on se dit, il faut rester, parce qu'il faut essayer de trouver des partenaires, il faut essayer de convaincre, il faut être là. Et puis maintenant, alors c'est clair, quand je vais à la journée d'inauguration de la Foire du Valais, c'est vachement plus simple, et puis je bois beaucoup plus d'apéro qu'à l'époque. Donc, ayez aussi confiance en vous. Bon, ça, c'était sur la première partie, sur le Palp. Et puis après, il y a peut-être aussi quelque chose de très important. Ça, c'est Sophie Unger qui jouait le week-end passé à la cabane des Becs des Bossons, à 3000 mètres d'altitude. On a aussi la confiance des artistes. Les artistes qui sont d'accord de venir jouer dans des cadres insolites, qui nous suivent dans les projets, et ça, c'est hyper important. La deuxième partie,
dont je voulais vous parler aussi. Maintenant, c'est la confiance dans la montagne. Très longtemps, la politique en Suisse, la politique aussi en Valais, ça a été le tout à la plaine. Pour moi, l'avenir, c'est le tout à la montagne. On doit repartir. On doit monter dans ces montagnes, on doit refaire vivre ces villages. On a un potentiel gigantesque sur ces petits villages alpins. C'est un joyau. Tous ces lieux un peu de périphérie où il y a eu un exode rural pour une grande partie, où il y a encore un exode rural, il y a un potentiel gigantesque. Et nous, ce qu'on a fait, il y a 2 ans et demi avec le PALP, c'est qu'on s'est installé à Bruzon. Bruzon, c'est un village de 450 habitants dans le Val-de-Bagne. Voilà. C'est un petit village. J'ai dit à mon équipe, écoutez les gars et les filles, on monte installer nos bureaux à Bruzon. Là, non, alors levée de bouclier total. Non, oublie, Seb, ça c'est pas possible. On ne va pas aller s'installer à Bruzon. Nous, on vient de Sierre, de Sion, de Martigny, de Veuvert. En mobilité, oublie. J'insiste à fond. J'ai dit, écoutez, je pense que là, il y a quelque chose à faire. On monte s'installer dans ce village. On ouvre le bureau du festival. 2-3 jours après, il y a une personne qui vient toquer à la porte. Toc, toc. 75, 80 ans, vieille dame, dit bonjour, vous allez faire quoi dans ce bureau-là, enfin cet espace? Puis on lui dit vous allez faire des concerts? Je lui dis non, vous inquiétez pas, madame, pas du tout, c'est un bureau administratif du festival, on va pas faire trop de bruit et tout. Non, mais au contraire, il manque tellement d'animation, ce serait tellement super s'il y a des concerts ici, ça vraiment on aimerait faire vivre. Et ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans ces villages, il y a une volonté de faire vivre. Il y a une volonté que les choses se passent. Les gens, ils ont envie qu'il y ait de nouveau des animations, des activités. Et il y a un potentiel qui est gigantesque. Donc nous, on a installé notre bureau du festival là-haut. On a développé un projet pilote. Un projet pilote pour relancer toute une économie, économie, terroir, aussi en lien beaucoup en lien avec la culture, pour apporter un nouveau dynamisme à ces villages alpins. Et on fait, par exemple là, vous voyez, on fait une exposition sonore, mais on fait des expositions thématiques sur 3 mois. On a créé des résidences d'artistes, on a des gens qui viennent créer dans le village, et puis on a aussi relancé l'épicerie. Parce que les gens du village nous disaient, il n'y a plus d'épicerie, qu'est-ce que vous voulez? On veut une épicerie. Alors on s'est dit comment faire? On a fait une épicerie qui est à moitié bureau du festival, moitié épicerie. Ça permet de diminuer les coûts, et ça permet aux gens du village d'avoir accès à tous ces produits locaux, parce que travailler avec les produits du terroir. Et ça, je pense que c'est cette démarche qui est hyper intéressante. Là, on voit l'exposition aux photos qu'on avait fait une autre année, où les gens nous prêtent les bâtiments, parce que ces gens dans les villages, ils ont confiance dans ce projet, ils se l'approprient, ils sont hyper heureux. Il y a vraiment cette volonté de développer, et je pense qu'il y a un énorme futur pour ça. Et puis là, voilà, c'est un peu les idées qu'on a pour le village, qui sont en train de se développer, qui vont assez vite. C'est un projet parallèle au festival. On va relancer donc une auberge culturelle, on va travailler pour des expositions plus grandes, on veut réfléchir à un musée, des espaces de culture, on veut construire une bibliothèque avec des architectes contemporains, on veut peut-être travailler sur une laiterie de fromage de vache bio d'Airain, on veut distiller du cidre, parce qu'à l'époque, il y avait plein de cidres, c'était des régions où il y avait aussi beaucoup de cultures qui ont disparu, on veut travailler pour relancer un maraîcher de montagne sur le long terme, pour refaire des fraises, les baies, etc. On va fabriquer un sauna avec des designers au bout du bis de Bruzon, comme ça les gens qui viendront se balader, les touristes, ils pourront aller au sauna après. Ou travailler aussi beaucoup sur la mobilité, parce que ces villages, le problème c'est qu'il y a 2 bus dans la journée. Donc on est en train de regarder pour avoir des flottes de vélos électriques, les mettre à disposition des gens. Et puis tout ça, on peut le faire parce qu'on a la confiance des habitants, la confiance des gens, et puis la confiance de toutes ces personnes qui nous suivent. Et puis moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est si vous venez d'un petit village, puis que vous hésitez à aller créer des projets là-bas, allez-y. Parce qu'il y a un potentiel gigantesque. Pour moi, le futur de la politique en Valais, elle doit vraiment se réfléchir sur ces villages de montagne. Il y a un potentiel gigantesque. Merci.